Bienvenue à la formation La civilité au travail et la résolution responsable de conflits. Aujourd'hui, nous allons parler de civilité. Pourquoi? Parce qu'un simple bonjour peut changer toute une journée. La civilité, c'est la clé d'un climat de travail sain, sécuritaire et agréable pour tous. Ensemble, on va voir comment chaque geste compte et comment vous avez un impact directement sur vos relations professionnelles au travail. Nous avons 3 objectifs pour cette formation d'une durée d'une trentaine de minutes. Le premier, cerner ce qu'est l'incivilité au travail. Le deuxième, établir ce qu'est la civilité et quels sont les comportements attendus. Et le troisième, vous outiller pour que vous puissiez appliquer la résolution responsable de conflits et par le fait même faire une rétroaction constructive. Ces objectifs ne sont pas théoriques, ils ont un impact direct sur votre quotidien. Et vous, lequel de ces objectifs vous semble le plus urgent dans votre équipe? À la résidence, nous appliquons le principe de la tolérance zéro. La tolérance zéro signifie qu'aucun comportement incivil n'est acceptable, peu importe sa gravité ou sa fréquence. Même une remarque déplacée peut avoir de lourdes conséquences. Chaque geste compte. À votre avis, pourquoi la tolérance zéro est-elle essentielle? C'est certainement pour éviter les conflits et préserver un climat respectueux. Nous vous présentons aussi une série d'images. Nous voulons savoir, à votre avis, lesquelles représentent des comportements ou des attitudes inciviles. L'image ici représente une salle de pause qui a été laissée en désordre par les employés. Est-ce de l'incivilité? Sur cette image, nous avons 2 employés. Un employé parle brusquement à son collègue en plein couloir. Est-ce de l'incivilité? Sur cette image, nous voyons un employé qui rentre dans la chambre d'un résident sans frapper ni s'annoncer. Est-ce de l'incivilité? Nous avons une image représentant une employée qui passe devant un résident et qui ne s'en préoccupe pas, aucune salutation, puisqu'elle a d'autres résidents à aller voir. Est-ce de l'incivilité? Nous avons ici une image représentant 2 employés qui bavardent à propos d'un collègue qui est un petit peu plus loin dans le couloir et qui n'est pas mêlé à la conversation. Est-ce de l'incivilité? Nous avons une image qui représente un employé qui parle sur son cellulaire, sur le haut-parleur, dans le couloir, devant les résidents. Est-ce de l'incivilité? Reconnaître les comportements d'incivilité, c'est la première étape pour la prévenir. Dans l'exercice, combien d'images inciviles avez-vous trouvé? La réponse? Toutes ces images démontrent des comportements d'incivilité. Vous êtes surpris? Mais l'incivilité, c'est quoi au juste? L'incivilité, c'est un manquement aux règles élémentaires de vie en société qui crée un inconfort ou un malaise important dans le milieu de travail. Donc, c'est un manquement aux règles qui semble anodin, mais qui peuvent faire mal. Ce n'est pas seulement dans ce que l'on fait, mais c'est aussi dans ce qu'on ne fait pas. Ignorer, omettre volontairement de transférer de l'information, refuser d'aider. Et ce, de façon volontaire ou involontaire. Ce qui est pris en compte également, c'est l'impact de l'incivilité sur la personne qui le subit et non l'intention ou non de la personne qui le fait. En termes clairs, même si la personne ne voulait pas blesser, le résultat est là. Un malaise, de la frustration, de la démotivation. Donc, le point clé est l'impact compte plus que l'intention. L'incivilité non gérée ou non prise en charge, c'est une roue qui tourne. Il a des impacts sur l'individu qui le subit. Cela a des impacts également sur l'équipe de travail et enfin sur l'organisation. Pourquoi c'est grave? Parce que l'incivilité mine le moral,
brise les liens de confiance, réduit la productivité et empoisonne le climat de travail. Tout ceci crée du stress, des tensions et parfois des conflits ouverts. Imaginez, vous arrivez motivé à votre corps de travail, mais un collègue vous ignore ou encore pire, il critique votre travail devant les autres. Comment vous sentez-vous? C'est exactement pour ça qu'il faut s'en occuper. Parlons franchement, l'incivilité, ce n'est pas juste des insultes. Elle peut être subtile, mais elle fait mal. Il y a 4 catégories principales pour l'incivilité: verbale, physique, comportementale et sexuelle. Regardons-les plus en profondeur en nommant des exemples vécus dans le milieu de travail. L'incivilité verbale: hausser le ton, crier, hurler, lancer ou répéter des rumeurs, dire des mots blessants, donner des surnoms à des collègues ou à la clientèle, critiquer ou dévaloriser le travail d'un collègue, parler fort, faire du bruit la nuit. L'incivilité physique: claquer une porte, taper du poing, lancer un objet, brasser des objets pour faire du bruit, ne pas respecter son environnement en mettant les pieds sur un fauteuil, s'assoyant par terre, briser du matériel ou adopter une posture dangereuse. L'incivilité comportementale: des mesquineries, des gestes pour nuire ou provoquer, isoler, ignorer, exclure quelqu'un, diffuser des informations sans autorisation, ne pas respecter les règles de travail, laisser sale notre espace de travail commun, avoir des pratiques associées à des croyances personnelles mais qui sont dirigées à l'encontre de collègues ou de clientèle. L'incivilité sexuelle: faire des avances verbales ou des avances physiques, faire des remarques sur le physique de quelqu'un ou sur son corps, des allusions ou des gestes à connotation sexuelle, envoyer des bisous, appeler par des surnoms, exposer les résidents sans pudeur. Il est à noter qu'un seul événement peut devenir très rapidement du harcèlement, surtout au niveau sexuel. Finalement, rappelez-vous que même une blague peut être vécue comme une agression. Pourquoi? Parce que ça touche à la dignité. Tous ces exemples de comportements incivils ne sont pas des petites choses. Ils détruisent la confiance, le moral et la productivité, et surtout, rappelez-vous qu'ils sont sanctionnés. C'est tolérance zéro, donc ça veut dire aucune excuse valable. De plus, si vous êtes témoin ou victime, parlez-en. Si vous êtes témoin et vous ne dénoncez pas, c'est vous rendre complice. Ensemble, on doit protéger notre milieu de travail. Maintenant qu'on a bien ciblé ce qu'est l'incivilité, passons maintenant à l'objectif numéro 2 de cette formation: la civilité et les comportements attendus de tous. La civilité se définit comme étant la manière dont les membres d'une organisation parlent et agissent en démontrant le souci du bien-être des autres et du bon fonctionnement de l'organisation. Au sein d'une équipe, la civilité favorise un climat de travail sain, la collaboration accrue entre les membres de l'équipe, la réduction du stress et des conflits et par conséquent une meilleure qualité des soins à la clientèle. Voici quelques exemples que nous allons vous présenter pour établir quels sont les comportements civils nécessaires d'être adoptés par tous à la résidence. Certains peuvent vous paraître banals ou assez évidents, mais force est de constater qu'il est nécessaire de les nommer afin que nous soyons tous informés de ce qui est attendu de chacun. L'objectif est que, collectivement, nous puissions nous assurer d'avoir une culture organisationnelle respectueuse et positive. Féliciter un collègue pour son travail accompli ou sa façon de réaliser une tâche plutôt que de le critiquer. Avoir une attitude positive et être de bonne humeur.
Être ponctuel et respecter son horaire. Formuler et recevoir avec ouverture une critique constructive. Maintenir l'environnement de travail propre et en ordre et remettre ce qu'un emprunte. Parler pour se faire comprendre de tous, des collègues et des résidents, et ce, en français et au bon moment. Être discret quand on parle au téléphone, c'est-à-dire pas de main libre, pas de vidéoconférence dans les endroits communs. Sourire et saluer les gens, les collègues, les résidents. Offrir son aide quand on le peut. Respecter les opinions des autres, même si elles sont différentes des nôtres. Et vous, avez-vous d'autres exemples de comportements et d'attitudes empreints de civilité qui vous viennent en tête? Nous voici rendus au dernier objectif 3 de cette présentation. Il s'agit de la résolution responsable de conflits et comment formuler une critique constructive. En premier, notons ce qu'est un conflit. Un conflit est une opposition ou une tension entre des personnes ou des groupes, souvent causée par des différences de point de vue, de comportement ou d'attente. Un conflit n'est pas nécessairement négatif. Bien géré, il peut favoriser l'innovation, renforcer la cohésion entre les membres d'une équipe, améliorer les processus et finalement clarifier les attentes. Voyons les caractéristiques d'un conflit, c'est-à-dire quel genre de conflit qu'il peut arriver entre les équipes. Un premier, des conflits interpersonnels, c'est-à-dire des conflits entre deux personnes. Par exemple, deux préposés aux bénéficiaires qui se disputent parce que l'un accuse l'autre de ne pas avoir ramassé la lingerie sale du patient quand il a quitté la chambre, suivant l'hygiène du résident. Il y a les conflits intragroupes, c'est-à-dire au sein d'une même équipe, mais entre plusieurs personnes. Par exemple, l'équipe de soins de jour se divise. Certains veulent répartir les tâches équitablement, mais d'autres estiment que les plus expérimentés ou les nouveaux devraient prendre les cas les plus complexes ou les cas les plus lourds. Cela crée des tensions dans les réunions et cela nuit également au bien-être des patients. Il y a les conflits intergroupes, c'est-à-dire entre deux équipes ou deux départements. Par exemple, l'équipe des soins infirmiers reproche à l'équipe de la cuisine de livrer les repas en retard, ce qui perturbe l'administration des médicaments. Les deux groupes s'accusent mutuellement de ne pas respecter les horaires. Il y a le conflit hiérarchique, donc entre un employé et son gestionnaire ou son supérieur immédiat. Un employé, par exemple, n'est pas content de l'appréciation de la contribution que lui a fait son gestionnaire. L'employé en question présente des lacunes qui lui ont été soulignées, mais il n'est pas d'accord. Depuis cette évaluation, il ne veut plus parler à son gestionnaire et l'évite et le boude. Voyons maintenant quelles sont les origines fréquentes, donc les plus communes, des conflits en milieu de travail. Il y a tous ceux qui découlent de la communication floue ou absente. Par exemple, un employé croyait qu'un collègue devait l'informer d'un changement de procédure, mais ce collègue ne pensait pas que c'était son rôle de l'informer. Le résultat, tension, reproches et travail non fait. Il y a les conflits tournant autour des différences de valeurs ou de priorités en milieu de travail. Par exemple, un employé veut prendre le temps de bien former son nouveau collègue, tandis qu'un autre employé insiste en fait pour aller plus vite et respecter les délais. Chacun accuse l'autre de nuire à la performance, mais après tout, tout ce qu'on souhaite, c'est le bien-être du nouveau collègue afin qu'il puisse évoluer dans l'organisation et pouvoir aider en retour ses collègues. Il y a les conflits qui tournent autour des ambiguïtés des rôles. Deux employés pensent être responsables de la même tâche, mais ils prennent des décisions différentes, ce qui entraîne des reproches mutuels, des perceptions d'injustice.
Il y a les conflits qui tournent autour du manque de reconnaissance ou de respect. Par exemple, un employé aide régulièrement son collègue à terminer ses tâches, mais ce dernier ne le remercie jamais ou ne l'aide jamais. L'aidant finit par se sentir exploité et en parle de manière agressive. Il y a les conflits qui tournent autour de la charge de travail ou du stress élevé. Par exemple, deux collègues débordés se disputent pour savoir qui doit prendre une tâche supplémentaire. Chacun estime que l'autre en fait moins. Un autre exemple est un employé stressé et qui répond sèchement à un collègue qui lui demande de l'aide, mais ce qui déclenche une altercation verbale. Il y a les conflits basés sur les perceptions d'injustice ou de favoritisme. Par exemple, un employé remarque que son collègue reçoit toujours les projets valorisants. Exemple, des activités spéciales avec les résidents, la participation à un comité. Tandis que lui, il se voit confier uniquement les tâches routinières dans lesquelles il excelle. Ceci lui génère un sentiment d'injustice ou de favoritisme. Et vous, dans votre milieu de travail ou votre équipe de travail, laquelle de ces causes est la plus fréquente à votre avis? Parlons maintenant de la résolution responsable de conflits. Avant d'appeler votre gestionnaire, tentez de régler le conflit directement avec la personne concernée. Parler calmement, en privé, peut désamorcer la tension. C'est avant tout une responsabilité individuelle. En tant qu'employé et adulte responsable, tu es le premier acteur de la qualité de ton environnement de travail. Donc, avant de faire appel à ton gestionnaire, tu as le pouvoir et les outils pour tenter de régler un conflit de manière constructive. En premier, tu dois adresser directement la situation à la personne concernée et non pas à tous les collègues autour. En effet, parler directement à la personne concernée dans un moment calme et dans un endroit retiré permet souvent de désamorcer les tensions rapidement. Cela évite les malentendus et renforce le lien de confiance. Par la suite, si la situation ne se règle pas suivant ton intervention, donc s'il y a récidive du comportement incivil que tu as déjà adressé, tu peux consulter et informer ton supérieur immédiat ou le gestionnaire de ce supérieur. Ce dernier pourra te soutenir et t'accompagner pour que tu adresses à nouveau ta situation à l'autre personne, ou bien il choisira d'intervenir directement si le conflit persiste ou s'il est trop complexe. En tentant d'abord une résolution de conflit entre vous, tu démontres ton professionnalisme et ta capacité à vouloir collaborer avec tes collègues. Voyons maintenant une technique très simple pour apprendre à comment formuler une critique constructive. Avant tout, c'est quoi une critique constructive? En fait, c'est un retour clair, respectueux et orienté vers l'amélioration qui se base sur des faits et qui propose des solutions sans attaquer la personne à qui on s'adresse afin de préserver la relation professionnelle entre les deux individus. Pour ce faire, il y a donc une méthode très simple en 4 étapes que nous allons voir. La première étape est de décrire les faits, c'est-à-dire d'expliquer la situation survenue de manière objective, sans jugement ni d'exagération. Il faut utiliser des faits qui sont donc concrets et observables. La deuxième étape est d'exprimer l'effet que la situation a sur vous. Donc, c'est de partager votre ressenti, votre émotion, frustration, votre préoccupation, mais en utilisant le je pour éviter les accusations et ce, sans agressivité. Ensuite, il faut spécifier la solution ou la demande. Donc, il faut proposer une solution concrète ou faire une formulation claire de la modification du comportement qui est souhaité. Il faut être en mode résolution, mais sans s'imposer.
Enfin, dans notre formulation, il faut mettre les conséquences positives. Donc, mettre en lumière les bénéfices pour tous d'un changement de comportement demandé pour renforcer la motivation de l'autre personne à coopérer. Donc, ces 4 étapes mises ensemble permettent de formuler une critique qui est dite constructive. Évidemment, vous comprendrez que ceci demande un peu de réflexion de votre part, mais lorsque c'est fait, vous ne le regretterez pas. Ceci aide à désamorcer les conflits et non de les attiser. Voici 5 conseils pratiques à mettre en application. Agir rapidement pour ne pas laisser traîner un conflit et qu'il se complexifie. Communiquer au je pour éviter les accusations. Écouter activement l'autre. Il ne faut pas juste entendre, mais bien écouter afin de comprendre ce que vit l'autre. Il faut montrer son ouverture. Et il faut aussi savoir se remettre en question. Chercher une solution commune au bénéfice de chaque personne impliquée dans le conflit. Et enfin, aborder le sujet en privé et au bon moment. Ceci évite l'humiliation et l'effet de surprise. C'est bien beau la théorie, mais voyons concrètement des mises en situation afin de voir comment nous appliquons la résolution responsable de conflits et surtout la formulation d'une critique constructive selon les 4 étapes que nous avons vues tout à l'heure. Voici une mise en situation. 2 PAB sont en conflit parce que l'un d'eux veut toujours faire les résidents seuls, car ça va plus vite selon lui, et ce, malgré ce qui est indiqué au plan de travail. Son collègue, l'autre préposé aux bénéficiaires, souhaite lui adresser son insatisfaction par rapport à cela. Comment va-t-il faire? En premier, il doit décrire les faits. Il doit dire, par exemple, nous devons travailler à 2 avec certains résidents, mais tu ne viens jamais m'aider quand c'est le temps, comme ce matin avec Madame Nadeau. Il faut aussi exprimer l'effet que cela a sur vous. Dans le même exemple, il faut ajouter « Cela me frustre. Seul, je ne peux pas suivre le plan de travail et je trouve ça dangereux pour la résidente et je m'expose également à des risques de blessure. » Il faut spécifier la solution ou la demande de façon claire. Toujours dans le même exemple, « J'aimerais que tu respectes le plan de travail et que tu m'aides comme il se doit. » Enfin, il faut finir en disant quelle est la conséquence positive que le changement de comportement apporterait. Dans l'exemple, comme ça, on pourrait s'aider, éviter de se blesser et offrir un meilleur service à la clientèle et plus sécuritaire. Voici une deuxième mise en situation. 2 employés sont en conflit parce qu'il est déterminé par tous les employés du secteur ainsi que le gestionnaire que le placement de commandes est fait par tour de rôle, car c'est une tâche qui peut être exigeante physiquement. Mais un des employés ne respecte pas cette consigne et il se trouve toujours des raisons pour ne pas le faire quand arrive à son tour. L'employé qui le fait toujours à sa place souhaite donc lui adresser son insatisfaction par rapport à cela. Comment va-t-il formuler sa critique constructive? Voyons cela. En premier, il doit décrire les faits en disant « Nous devons travailler à tour de rôle pour faire cette tâche et je remarque que tu t'en vas toujours quand c'est à ton tour. » Il faut exprimer l'effet que cela a sur vous. Il faut dire « Ça me frustre » ainsi que les collègues car c'est une tâche partagée et je fais de gros efforts pour respecter le tour de rôle moi-même. Il faut spécifier la solution ou la demande de façon claire. Donc, j'aimerais que tu respectes le tour de rôle et que tu fasses ta part. Enfin, il faut exprimer les conséquences positives de la demande de modification de comportement en disant « Comme ça, on fait un travail d'équipe, il y a de l'équité pour tous et c'est juste bon pour l'ambiance et nos relations professionnelles. » Voilà, c'est maintenant la fin de la formation. Vous trouverez sur cette page les politiques et les documents de référence en lien avec la promotion de la civilité, la prévention de la violence et du harcèlement en milieu de travail,
le code de civilité ainsi que le code d'éthique. Et enfin, vous devez savoir que notre résidence a sa propre charte de la bientraitance. De plus, les références afin de déposer une plainte formelle de violence ou de harcèlement sont indiquées ci-dessous. Bref, vous avez maintenant tous les outils en main afin de prendre en charge vos attitudes et vos comportements attendus et d'avoir un impact positif sur votre environnement de travail. Merci pour votre participation. Ensemble, nous créons un milieu respectueux et sécuritaire. Rappelez-vous que chacun de vos gestes compte pour faire la différence.